j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Journal du Fight, le JDF, épisode 17. Retrouvez l'actualité du MMA ainsi que de la Bulgarian Top Team dans ce podcast. J'ai le plaisir de partager ce podcast avec le manager de la Bulgarian Top Team. J'ai nommé Monsieur Guillaume Pelletier. Guillaume, comment ça va? Ça va super bien, merci beaucoup Kevin. Merci à tous de nous suivre, de nous regarder, ça fait plaisir les gars. C'est reparti pour un nouveau JDF avec beaucoup d'actualités. On y va. Alors, avant de démarrer le JDF, on avait une petite annonce à vous faire concernant le JDF. Donc, vous pourrez nous retrouver dès à présent tous les mercredis à 18h. Confirmation, Guillaume? Yes, exactement. Tous les mercredis à 18h, on va traiter de l'actualité toutes les semaines. On sera là présent à chaque fois. Pas de retard, ne serait-ce que 2 minutes de retard, ça n'existera pas chez nous. On sera là tout le temps et voilà pour notre plus grand plaisir déjà pour commencer et on l'espère aussi pour le vôtre les gars. Et puis, je reçois beaucoup de messages à chaque fois. On me demande quand sort le JDF, quand sort le JDF. Ben, vous avez la réponse maintenant tous les mercredis à Voilà. 18h sur YouTube. Rendez-vous avec Guillaume pour écouter l'actualité. On va commencer avec l'événement qu'il y a eu sur Paris, le Bellator. On va revenir sur la victoire d'un des combattants de ta team. J'ai nommé Romain Desbiennes qui avait un combat face à Bourama. Combat très Camara. Camara, pardon. Combat très Ouais. très Non, Bourama Kamara. Non, non. Je pensais que tu voulais donner son nom et que tu étais en train de bugger. Attends, 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 attends. Bourama Kamara. Voilà. voilà. Donc adversaire français. C'était un combat voilà pour les Frenchies en ouverture de carte, il me semble. C'était dans les premiers combats. Et Deuxième combat. deuxième combat, Romain avait Ouais. quand même une différence de taille. Moi, c'est ce qui m'avait vraiment impressionné sur le face-à-face. Il me semble que Romain, d'ailleurs, a loupé la pesée. Je sais pas Ouais, si de quelques grammes. de quelques grammes. Effectivement, et Ok. malheureusement, ouais, il loupe la pesée de quelques grammes. Voilà, ce qui, évidemment, hein, on loupe la pesée, ça coûte cher au porte-monnaie, mais c'est comme ça. Ça apprend aux mecs la discipline et de toute façon, on sait comment c'est, hein, dès lors qu'on touche au porte-monnaie, c'est que ça n'arrivera pas davantage, donc voilà. Bon, en tout cas, il y a eu la victoire. Magnifique KO de la part de Romain. Ben voilà, un mot sur sa victoire, peut-être, Guillaume? Non, rien à dire. Rien à dire. Non, Euh, rien à dire pour parce que c'est comme d'habitude, c'est du travail signé Daniel Worin. Voilà. Démonstration, j'ai envie de dire. Alors, démonstration, ça peut paraître surprenant parce qu'on va dire, ouais, mais attends, il n'a pas dominé tant que ça le combat, etc. Mais en fait, tout était écrit. C'est-à-dire patience, attendre le bon moment, saisir l'opportunité et bim bam boum. Aussi simple. magnifique. On va revenir sur aussi il y avait le combat de Thibaut Gouti qui a carrément enflammé la salle dès son entrée. Combat très, très difficile au début, hein. Il avait un adversaire solide, mais il a quand même réussi à trouver la faille. Notamment, il l'a connecté au centre de la cage. Et ensuite, ça a été, quand il était contre la cage, un magnifique enchaînement. Thibaut Gouti, franchement, c'est un guerrier. Je le connaissais pas vraiment. Moi, j'avais jamais vu de ses combats. Donc, c'était tout nouveau pour moi. Mais en tout cas, j'en pense pas moins maintenant. Et puis, hâte de le revoir. C'est un combat qui m'a marqué. C'est pour ça que je mets en avant sa performance. Est-ce que tu as un mot à ajouter? Tu n'as peut-être pas vu le combat? Si, si, j'ai vu le combat, j'ai vu tous les combats de la soirée. Ben, en fait, à noter que Thibaut Gouti, donc ancien combattant de l'UFC, parce que tout le monde ne le connaît pas, il a une carrière compliquée à l'UFC, et comme quoi il y a une vie après l'UFC, il est en train de se refaire une nouvelle carrière, et franchement, respect pour ça, c'est vraiment, c'est un bel exemple en fait pour les combattants qui malheureusement pourraient se faire cut. Voilà, magnifique, rien à dire. Et on va passer, bon, ben, le moment de déception, j'ai envie de dire, c'est la défaite de Mansour Barnaoui, malheureusement, qui se fait éliminer du coup du tournoi, qui n'aura pas j'ai envie de dire, son heure de gloire face à Ousmane Nurmagomedov, ainsi que la ceinture, enfin, ni les 1 million, enfin, Mansour a beaucoup perdu sur ce combat. Je pense qu'on a beaucoup sous-estimé Primus, étant donné qu'on ne connaissait pas assez Mansour, donc on était plus focalisé sur Mansour Barnaoui, sur ses précédents combats qu'il avait fait, notamment face à Islam.
et, euh, et toutes les victoires qu'il avait eues dans les autres organisations. Ben voilà, beaucoup de déceptions, mais j'espère le revoir très, très prochainement et qu'il pourra avoir sa chance pour le titre. Mais là, j'ai l'impression que tout était aligné, tu vois. Ah ouais, effectivement, c'est un résultat compliqué qui remet beaucoup de choses en question. Peut-être qu'on a tous un peu sous-estimé Primus, peut-être, et peut-être même moi le premier. Je pensais vraiment que ce serait qu'une promenade de santé pour un combattant du calibre de Mansour. Et voilà, grosse surprise, hein, finalement, ça s'est pas passé comme prévu. Bah, comme tu dis, voilà, il perd sa chance pour la ceinture, il perd sa chance pour les 1 million, il perd sa chance pour aller plus loin dans le tournoi. Bon, c'est une situation qui est compliquée. Je ne sais pas quel va être le futur de Mansour, mais effectivement, on imaginait quelque chose d'autre. Voilà. On espère que le Bellator va pouvoir avoir un plan intéressant pour lui pour rebondir. Voilà. Mais triste soirée, ouais, pour ça. Est-ce que j'ai oublié personne sur la carte du Bellator ou il y a un combat que tu voulais revenir dessus peut-être, Guillaume? Bah, tu sais, moi, j'ai tendance à te dire, dès lors que Mega gagne, moi, ça me suffit, tu vois. Donc, on a parlé Oui, de Romain Desbiennes, ouais. et voilà. Pour moi, c'est OK. On est revenu sur ce combat, et voilà, c'est top. Non, mais D'ailleurs, blague à part par rapport à Romain, ouais. excuse-moi de te couper, adversaire très très compliqué hein, de par sa taille. C'était vraiment très très compliqué. Gabarit très particulier, très atypique, très très bon combattant. Et voilà, ça a penché en notre faveur. On est très satisfait, mais attention, hein, Bourama Kamara, très très fort. Et on le reverra très certainement très bientôt, quoi. Et la suite pour Romain Desbiens, du coup? Est-ce que c'est un combattant qui va rester au Euh, Bellator? Est-ce qu'on peut le revoir sur d'autres organisations? Parce que, on le rappelle, il a fait plusieurs organisations là avant d'arriver au Bellator. Qu'est-ce que ça va être la ouais, suite tout à pour lui? fait. On va le revoir au Bellator encore parce que signature au Bellator. Donc au moment où je te parle maintenant, et tiens, on pourra mettre l'affiche sur le JDF, Romain Desbiens est un combattant du Bellator, un combattant en contrat exclusif, avec donc interdiction de combattre nulle part ailleurs. Voilà. C'est c'est vraiment mérité. Je suis vraiment content pour Romain, qui a été très sous-estimé pendant très longtemps. Aujourd'hui, il est sur plusieurs victoires d'affilée, très certainement dû au fait qu'il a changé de team aussi. Bon, je suis obligé de par mes liens de valoriser le travail de Daniel Waurin, mais même sans être son meilleur ami, force est de constater que il crée des carrières et il change des carrières. Donc voilà, gros travail en interne et félicitations à toute la team Waurin. D'ailleurs, là actuellement, Romain il s'entraîne avec Benoît Saint-Denis. Il me semble que ça va être son Tout à fait. sparring pour le prochain combat. On va y venir un peu plus loin dans le GDF. Et moi, je voulais souligner le travail que fait Daniel avec ses combattants. On sait qu'en plus, ils n'ont pas d'infrastructure pour pouvoir, j'ai envie de dire, pour pouvoir être dans de bonnes Performé, hein. conditions. Voilà, performer. Mhm. Je voulais pas mettre ce mot-là parce qu'ils performent en fait. Quand on regarde la team Warin, franchement, il y a que des KO. Que ça soit le Brésilien, j'ai oublié son nom, Mathieu Leto. Là, on voit Ibra. Enfin, vraiment, c'est une grosse, grosse équipe. Donc, attention à la team Warin dans les mois à venir. Ouais, Ça risque de faire parler beaucoup sur les réseaux. tout à fait. On va passer à une organisation qui était en France aussi, Ares 15. Donc, il y avait pour main event Demarte Peña vs Mehdi Saadi. Il y avait aussi beaucoup de combattants de la BTT sur cette carte. Pour citer que Amin Ayoub, Mustafa Aida, Ibra Mané. Aussi celui qui a battu le Marseillais. Tout à fait. Nicolas Joksovic, Je, je, notre Serbe, je, vou- représentant de la BTTA. je voulais l'oublier ce combat, mais je peux pas le... Tu vas pas l'oublier, toi. Effectivement. Non, 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 non. Bah, en plus, j'apprécie beaucoup, bah, tiens, parlons-en. Vas-y. Vincent Delguera, hein, pour moi, est un super combattant. Mais voilà, en face, c'est solide. En face, c'est bon dans tous les domaines. Ça s'est striké, c'est très bon au sol. On l'a vu d'ailleurs avec une magnifique clé, une très très belle soumission. Voilà, voilà, voilà. Très très beau combat. Ravi, rien à dire. Bah, pour reprendre un peu aussi, il y avait Azilder Badouev qui a perdu sa deuxième défaite dans sa carrière. Il me semble qu'il y a eu une blessure dans ce combat. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, je veux pas me servir de cette blessure comme excuse, mais tu comprends bien qu'avec une blessure à la main, en fait, ça modifie totalement le game plan. Bien évidemment, le game plan était pas du tout
d'aller au sol avec Tona Kroll, hein, qui excelle, hein, il est vraiment très très fort au sol. Mais Asilder contraint de le faire avec sa blessure à la main. Donc ça a totalement changé la donne. Voilà, victoire de Tona Kroll. Félicitations à lui. Prépare-toi, on va demander une revanche. Ok. Et un peu plus loin, du coup, on avait un combat de poids lourd. Victoire de Alexander Soldakin. Combattant que je verrais bien comment il s'appelle? J'ai oublié son prénom. Combattant marseillais. Ah là, je peux pas t'aider là. Non, combattant marseillais. Ah, contre Bader. Ouais, contre Bader. Ouais, je verrais bien ce combat se faire. On a Mustafa Eda aussi, Ouais, qui a fait un combat contre Abdelmoumen Emsat, combattant ok. de Montpellier. Ça a été un combat, un très beau combat. Mustafa Eda, franchement, il a fait des belles combinaisons. Et encore une fois, ben, Mustafa, il montre qu'il est légitime pour aller prendre sa revanche contre le champion. Tout à fait, tout à fait. Bah là, pour le coup, Mustapha, ça fait très longtemps qu'il m'avait pas fait plaisir de cette manière. Là, il a été vraiment très bon. Bonne gestion de la distance et surtout parfaite défense de lutte. À plusieurs reprises, MSAT a voulu emmener évidemment Mustafa Ida au sol. Et là, pour le coup, très bon positionnement des mains. Euh, non, c'était bien, c'était bien. J'ai beaucoup aimé ce combat. J'ai beaucoup aimé la maturité de Mustafa. Ça commence à être un combattant qui va arriver, comment on appelle ça, à terme en termes de maturité, tu vois, au max. Et là, ça commence à être très, très dangereux. Et on peut peut-être tout de suite rebondir sur la suite justement pour Mustafa Ida en parlant de danger. Donc sur les réseaux, on a pu voir passer, pardon pour le bug, le combat entre Mustafa Ida et Aboubakar Younoussov. Youssef, ouais. Donc voilà, le 1er septembre à Paris, à l'ARES, pour le titre intérimaire des bantamweight. C'est officiel. Ouais, c'est Ok. officiel. C'est Ok. c'est officiel. Moi, j'ai Ouais. très très peur pour ce combat. Pourquoi? Dis-moi tout. Ah, moi, j'ai peur. Je vois un combat piège, moi, pour Mustapha. Franchement, attention. Pourquoi ça? Parce qu'on a un lutteur face à un striker. Voilà. Et D'accord. voilà, je prends pas en considération les palmarès. Pour moi, ce combat, il peut se faire. Mais je trouve que c'est très dangereux pour Mustapha. Voilà. Par les qualités physiques qu'il a en face à bout, là. Youssounov, franchement, ça me fait peur, tu vois. Voilà. Voilà. Eh bien, Après. rassure-toi alors, j'ai que ça à dire. Sois rassuré, sois rassuré, tout se passera très bien. Les gens, Super. les gens qui, les gens qui connaissent, tu sais, j'ai pu voir passer sur les réseaux comme quoi on se serait fait piéger par Arès, comme quoi Mustafa Ida a tout à perdre dans ce combat, etc., etc. Il faut prendre plusieurs choses en compte. Déjà, la première est que Pena ne veut pas recombattre dans l'immédiat. Donc ça, c'est un élément que personne n'a. Mais nous, en l'ayant, déjà, c'est une première chose. Ça veut dire que si on attend Pena, on attend de combattre maintenant en fin d'année, au mois de décembre peut-être dans le meilleur des cas. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il y a aussi le fait d'analyser les carrières des deux gars. On a d'un côté Mustafa Aida qui a été habitué à des combats durs. Il a fait des décisions, il a fait des 5 reprises, il a battu des mecs durs. Et en face, on a Aboubakar Younoussov qui est un petit jeune qui commence dans sa carrière. Pour l'instant, on n'a aucune idée de son plein potentiel. Sauf que Mustafa Aida n'a jamais été soumis, par exemple, n'a jamais été KOT. Et Mustafa Aida a le cardio pour tenir 5 reprises sans problème. Donc voilà. Ça veut donc dire que il y a très peu de chances qu'il se fasse terminer, mais en revanche, il y a de fortes chances qu'il puisse déchaîner la foudre pendant 5 reprises. Et je ne sais pas si en face ça va pouvoir tenir. Donc voilà. J'ai pas le sentiment, en tout cas, moi, de m'être fait piéger. J'ai le sentiment que c'est un combat ouvert et que le meilleur gagne. Voilà. Super. Et on va passer donc à Nikola Joksovic contre Vincent Delguera du coup. Donc victoire de Nicolas par soumission. Voilà, sur le Marseillais Vincent Delguera. Eh ben, il me semble que Vincent Delguera, en plus, c'était son premier combat au RS, hein, je crois. Ouais, Parce que la tout à fait. dernière fois Ouais, qu'il ouais, avait c'était son combattu, premier c'était à combat. l'Octofight à Marseille. Donc, Mhm. déçu qu'il perd, hein, pour ma part.
Ça, c'est le Je cœur, comprends. hein. C'est le cœur, voilà. Et Je ne partage pas ta déception, mais je comprends. la suite pour Nicolas, peut-être un petit mot. Mais la suite, ça grimpe, hein, ça grimpe au classement. Aujourd'hui, Nicolas Djokovic, il est considéré par Tapology comme étant le numéro 2 en Europe de l'Ouest. Donc, je sais pas si tu te rends compte, juste derrière Abdul. Imagine la dinguerie. Donc voilà, on continue notre chemin, on engrange pardon, les victoires. Et voilà, tout simplement. Tu sais, à la BTT, on n'est jamais très pressé, on fait pas de plan sur la comète, on prend les combats les uns après les autres. Et voilà. Super. On va revenir aussi sur un combat magnifique KO de Jordan Zebo contre Michael Marie Sardi. Magnifique KO. Il me semble que Michael, il avait jamais été mis KO. On avait pu le voir face à un combat très très disputé face à Baïsangour. Et Jordan qui prend le bonus ce soir-là, qui nous claque un magnifique high kick. Donc félicitations à lui, belle performance. Je pense qu'il Ouais, y a ouais, bien sûr, pas hein. grand-chose à ajouter. Moi-même, en étant neutre dans ce combat, je me suis régalé à le regarder. C'était, C'était beaucoup plus agressif que ce qu'on a pu voir habituellement avec Jordan Zebo. Je crois même que je l'avais dit ici dans un podcast que je regrettais le fait qu'il utilise beaucoup de force et de puissance pour emmener les adversaires au sol, mais que derrière ça manque un peu de, tu vois, ça reste dans la position, ça évolue pas beaucoup, et ça me posait problème. Là, clairement, Jordan Zebo, il était là pour faire le show, et il l'a fait. Félicitations à lui, rien à dire. Il a remporté 350 bonus ce soir-là, et ils sont tous très mérités, donc félicitations à lui. On va passer à Ibramane, combattant de la BTT. Ibramane qui a eu un combat difficile. Il me semble que c'était un short notice. Il gagne par décision. Mais voilà, combat difficile, mais il arrive quand même à trouver la victoire. Et ça, Ouais, bien c'est sûr, vraiment la bah, mentalité d'un champion, hein. Ça, ouais, tout à fait, combat difficile comme tu dis, mais après, prévenu 2 semaines avant, euh, pas forcément prêt pour ce combat, mais toujours prêt à combattre. Donc du coup, on a accepté. En face, attention, c'est quelqu'un d'expérience qui avait presque 40 combats à son actif. Donc quelqu'un qui a du métier, quelqu'un qui est vicieux, quelqu'un qui sait comment éviter les positions très compliquées pour lui. Donc, euh, donc voilà, certes, on a l'habitude maintenant de voir Ibra claquer des gros KO. Certes, il n'en a pas claqué un ce soir-là, mais en tout cas, il repart avec la victoire et j'ai envie de te dire, après tout, c'est le principal, n'est-ce pas? bien sûr. Et en plus, là, Ibramane qui est dans le top de la catégorie, hein, franchement. Ouais, ouais, tout à fait. Je regardais le classement il y a quelques jours actualisé de Ares. Et ils ont un Doul, on a derrière lui Pépi, l'Argentin, et je crois que derrière on a Michael Lebou, mais pour le coup maintenant qui est hors course. Et je crois qu'on a Klinkhammer et Ibra. Donc pour le coup, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que le prochain challenger à la ceinture sera ou Klinkhammer ou Ibra, quoi. Ok. Bon, ça va être à suivre, ça aussi. Combat suivant, on avait Amin Ayoub contre Alsa Mansour. Amin Ayoub Ah, qu'on ne présente plus, combattant de la Bulgarie Top Team aussi. Voilà, victoire dans le premier round. Ça a été ouais. expéditif pour Amin. Ah, il m'a fait plaisir, Amine. Moi, j'aime beaucoup ces coups un peu vicieux, tu sais, les coups qu'on voit pas régulièrement, tu vois, les oblique kicks comme ça, tu vois, j'ai toujours apprécié. Euh, ouais, non, il m'a fait plaisir. Il m'a fait plaisir. Je me suis régalé de loin. J'étais pas là ce soir-là, mais j'ai aimé beaucoup. Guillaume, un petit mot sur Amine. Comment elle s'est fait la collaboration entre vous? Et il me semble que ça fait des années que Amine il fait partie de la BTT. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire qu'il y a Ça, entre c'est vous? incroyable. C'est une bonne question que tu es en train de me poser et je veux pas me tromper, mais la connexion, elle vient d'un des deux Lyonnais, ou c'est Fares Ziam qui me l'avait recommandé, ou Yanis Guémouri à l'époque. Je ne sais plus. Mais toute cette petite bande était amis, tu vois. Ce sont des jeunes qui ont commencé en même temps. Et c'est quelqu'un de Lyon qui me l'avait qui l'avait ramené vers moi pour discuter un petit peu. Alors attends, c'est rigolo l'histoire avec Amine, tiens, parlons-en. On a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé, sauf qu'Amine à l'époque était un petit con en fait, tu vois. C'était un petit con. Euh,
j'avais le sentiment qu'il n'était pas forcément à l'écoute, qu'il n'était pas prêt à être managé, parce que pour être managé, il faut aussi être manageable. Manageable, c'est quoi? C'est donner sa confiance, c'est suivre les conseils, et voilà, tu vois. Et j'avais l'impression que ça allait être compliqué, donc on a mis un petit peu de temps. Donc je crois qu'entre le moment où on a discuté et le moment où on a commencé à travailler ensemble, il a dû se passer plus d'un an, je crois. Tu vois. Et on a pris la décision de le faire, et depuis, on a enchaîné beaucoup de victoires, hein, pour te dire la vérité. On en a deux, un, deux, 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 deux. On a 11, on a 13 victoires ensemble. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, C'est un truc de fou. On a 13 victoires ensemble et 3 défaites. Incroyable. incroyable. Ouais, Ouais. Ah, c'est une belle collaboration. Amine, pour te dire, il fait vraiment partie du noyau dur de la BTT. On se connaît depuis longtemps, on se connaît très très bien. Et tu sais, souvent, ce sont les relations qui prennent le plus de temps à se construire, qui sont justement le plus solides. Tu vois, et pour le cas, c'est vraiment ce qui s'est passé avec Amine. Et, et on travaille dur, et on travaille pour, je l'espère, annoncer une belle surprise en fin d'année, quoi. on l'espère aussi. Et on va passer au main event, Demarte Peña vs du coup Mehdi Saadi. Ça va être rapide pour ma part sur ce combat. Je trouve que le combat était trop tôt du côté de Mehdi Saadi, malgré qu'il a gagné pas, enfin qu'il a perdu à la décision, que ça a été une guerre. Demarte Peña, ben, qui prouve qu'il est le champion incontesté à Arès depuis le départ de Taylor. Il garde la ceinture. Bon là malheureusement il est blessé, on ne le verra pas face à Mustafa Aida. C'est le seul petit regret que j'ai pour la suite. Mais sinon, voilà, il faut saluer la performance de ce champion. Et puis avoir la suite pour lui aussi, hein, parce que franchement, je sais pas, il a jamais été à l'UFC, Demarte Peña, mais il aurait sa place, hein, je pense qu'il aurait sa place. Je sais pas ce que toi tu en Alors, il penses. aurait sa place. Il a quelque chose qui joue clairement en sa défaveur. Son âge? C'est deux contrôles, non, deux contrôles Ah positifs. ouais, Euh, d'accord. euh, il a deux contrôles positifs à son actif, et je pense que c'est ce qui pêche aujourd'hui pour signer à l'UFC, je pense. D'accord. Ouais, l'UFC est très vigilant sur ça, sur les antécédents Et, de dopage. et heureusement, Kevin, heureusement, heureusement. Nous, on bosse, et pour un sport propre, c'est vraiment ce qu'on veut voir. Et je suis ravi de voir qu'aujourd'hui, l'UFC va dans cette direction, et c'est très important. Super. On va ouvrir la rubrique de la BTT News, toute l'actualité sur la Bulgaria Top Team, les choses qu'on n'a pas parlé sur le RS. Est-ce qu'il y a des combattants? Enfin, dis-nous tout, Guillaume. Non, bah écoute, bah on a fait le tour, hein, tu sais, on a les victoires qu'on a pris, et malheureusement la défaite d'Assilder sur Arès. On a deux combattants qui ont combattu en Bulgarie, et on a aussi Romain Desbiènes qui a gagné au Bellator. Donc on finit le mois de mai avec 8 combats, 6 victoires pour 2 défaites. Donc voilà, plutôt satisfait. Évidemment, on préfère faire carton plein, mais voilà, la défaite fait partie du sport, il faut pas l'oublier. Donc voilà. Et beaucoup de combats, énormément de combats prévus au mois de juin. Tiens, d'ailleurs, je pars dans quelques jours en Russie pour coacher Tony Johnson, qui sera sur le tournoi à 1 million de dollars de l'ACA. Donc, ce sont les quarts de finale. Et voilà, ça sera le premier combat du mois de juin, le 2 juin. Donc, Tiens, voilà. c'est Mais ça ne intéressant. change pas. Oui, On fera le JDF quand même. Peu importe, je serai en Russie, on fera quand même le JDF. On trouvera quand même le temps pour le faire. super. Et voilà. Super pour les auditeurs. Merci, Guillaume. Et tiens, tu parles du tournoi à 1 million. Pourquoi il y a autant de tournois à 1 million? Je pense que c'est une question qu'on doit se poser. C'est la, Parce que c'est la mode du moment. C'est la mode D'accord. du moment. C'est alléchant en fait, Ça, c'est que bah, ça fait ça motive. Ouais, voilà, ça fait parler les gens, tu vois. Ok. Tu vois, c'est intéressant. En fait, ça donne de l'attrait Mais c'est le combat au final qui a un tournoi, en million? fait. Excuse-moi de te couper, c'est le combat Ah, final qui a 1 million ou c'est l'ensemble de tous les combats sur le tournoi qui font gagner 1 million? Parce que tu vois, c'est. c'est un peu compliqué. Ah, ok. Alors, c'est un peu compliqué. Chaque organisation travaille de façon différente, Ok. d'accord? Maintenant, il y a, comment dirais-je, il y a un côté où les choses sont pas claires, en fait, tu vois, parce qu'il y a de nombreuses organisations aujourd'hui qui prétendent organiser un tournoi à 1 million de dollars, mais effectivement, 1 million de dollars, c'est la somme des combats, en fait. Tu comprends? Bien sûr.
Ok. C'est pas du tout, je gagne la finale, je prends 1 million, tu vois. C'est un petit peu différent. Mais Ok. malgré tout, ça reste un format très intéressant. Il y a eu une annonce aussi là qui a été faite d'un des combattants aussi bah, de la Bulgaria Top Team. J'ai envie de parler de Benoît Saint-Denis, notre God of War national, bon, qui a eu malheureusement le combat face à Nerulo Aliev. Du coup, tout le monde avait trouvé dans le précédent JDF, parce que tu avais donné des indices. On m'avait envoyé des tonnes de messages pour me dire ouais, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Donc voilà, donc c'était bien Nerulo Aliev, combattant son origine, je sais jamais, il est pas russe, hein. Je crois pas que c'est un. Tu crois? Non, Ah ouais? il me semble qu'il est d'un pays. Je sais plus de quel pays il est. Enfin, il est du Caucase, mais lequel, je sais pas. Ah, effectivement, tu as raison. Ouais, il a une nationalité. Sur Apologie, Tadjikistan. Voilà. Enfin voilà, il est pas de Russie. Du coup, est-ce que tu peux nous dévoiler pourquoi ce combat il se fait pas? Parce qu'il y avait quand même une certaine hype vu qu'il était invaincu et que c'est une star Euh, montante dans la ouais, ouais, catégorie. ouais, tout à fait. Bah, nous, c'était vraiment un combat qui nous bottait parce que le mec invaincu, 9-0, proche du top 100. Donc, du coup, c'était très intéressant. Top 100 mondial, hein, je parle, hein, pas UFC, mondial sur Fight Matrix. C'est un combat qui nous plaisait. Malheureusement, il s'est blessé. Très grave blessure, pronostic vital engagé, fracture du courage. Donc du coup, voilà, le combat a été annulé malheureusement. Non, en fait, pourquoi est-ce que je suis obligé de, pourquoi je suis obligé d'envoyer une petite pique comme ça? Je vais t'expliquer pourquoi. Je suis allé sur son profil Instagram et sur son profil Instagram, il fait une story en identifiant l'UFC et en disant, bon, l'UFC, en gros, send me location, tu vois, c'est comme mon prochain fight, envoyez-moi quelqu'un, j'ai la dalle, quoi, tu vois. Sauf que ils lui ont proposé Benoît Saint-Denis et 2 jours plus tard, apparemment, il était blessé, quoi. Sauf que dans le même temps, 5 jours plus tard, il faisait une story dans laquelle il call out Paddy Pimblett. Donc, c'est très étrange. Très étrange. Ouais. Mais voilà, ouais, très étrange. Mais disons que c'était peut-être une fracture de courage temporaire, en fait, tu vois. Peut-être que ça s'est remis assez rapidement. Donc voilà. En tout cas, on lui souhaite un prompt rétablissement. Et du coup, remplaçant Vic Pilchel, combattant. Donc, ce sera le 10 juillet à l'UFC Vegas 76 sur la carte. Le 1, c'est le 1er juillet, pardon. Ouais, 1er juillet. 1er juillet, tout à fait, hein. 1er juillet, Vegas 76 sur la carte de Sean Strickland vs Abu Magomedov. D'ailleurs, force à Abu. Très, très. Ouais, super combat, ça, hein. Ouais. Ouais, 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 franchement, là, c'est un gros step pour Abou, mais c'est mérité et il va gagner de toute façon. Je pronostique direct un On KO. l'espère. Voilà, Ouais, en il plus, va venger Nassourdine. voilà, on déteste Strickland, donc Ouais, ouais, c'est ouais, on clair. le souhaite vraiment, quoi. Il nous déteste aussi. Donc Ouais, voilà. mais on lui on lui rend bien, t'inquiète pas. Et du coup, Vink Pichel, combattant très solide quand même. Je trouve que Ouais, ouais, Benoît, il ouais. perd pas au change. Quand on voit Oh non, les. Alors, je le connaissais pas, hein, je vais pas ok. mentir. Je me suis renseigné à l'annonce de ce combat, quand j'ai vu les défaites contre qui il a perdu, franchement, c'est des gars solides, hein. Ala Quinta, Georges Guilepsi, le lutteur, Rustam Kabilov. Rustam Kabilov, c'était à la finale de l'Ultimate Fighter en plus. Mhm. Voilà. Tout à fait. Et il a gagné Jim Miller aussi, hein. Jim Miller Ah ouais, tout à fait. qu'on ne Non, présente non, plus. très solide, très solide. Mm. 26 Il a un record de 7-3, excuse-moi, à l'UFC, et c'est vraiment ce qu'on recherchait. Benoît, avec son côté un petit peu impatient, tu sais, il veut rejoindre le top 15 de l'UFC le plus rapidement possible. Donc, euh, donc voilà, là pour le coup, c'est un gros coup, c'est un bel adversaire. Il est classé 26e au classement de l'UFC. Donc là, c'est un vrai test. On va dire que c'est un vrai test. Euh, c'est un vrai adversaire. C'est aussi un vrai risque parce que c'est le dernier combat du contrat de Benoît Saint-Denis. Mais dans la vie, on n'a rien sans rien. Si on veut un deuxième bon contrat à la hauteur de ce qu'on souhaite, ben, il faut taper des mecs solides. Et c'est ce que Benoît veut, en fait. Si tu veux la différence avec beaucoup de combattants à l'UFC, bah, justement, Nurulo Aliev, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est que Benoît, en fait, il veut pas être protégé, en fait, tu vois. Il ne se cache pas. Il veut des mecs le plus dur possible, en fait. Lui, il veut vraiment se tester.
Donc là, pour le coup, c'est un vrai test et on a hâte d'y être. Ça va être un super combat, je vous l'annonce déjà. Il faut que Dana White prépare le bonus de la soirée parce que le bonus va rentrer en France, hein. Yes. J'ai aucun doute à ça. Et ben en plus, derrière, il y a l'UFC Paris, donc normalement, il y aurait pas de problème pour une reconduction du contrat. Mais bon, voilà, on met pas la Très charrue avant la clairement, c'est ce bœuf. qu'on envisage. Voilà, Ouais, je te le dis ici sur le JDF, c'est clairement ce qu'on envisage. Clairement, si on a accepté un combat le 1er juillet, c'est aussi pour avoir un maximum de chances d'être sur l'UFC Paris. Donc voilà, si tout se passe bien, telle est la suite pour Benoît. super, super. Est-ce que c'était long pour Benoît là cette période avec sa blessure? Ouais, Je crois avoir entendu un peu que qu'il t'harcelait un peu. Enfin, ouais, c'était Benoît, long, c'est c'était dur. Ouais. ouais. Tu peux... Ouais, bah, comme je t'ai dit, Benoît, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, en fait, il combattrait toutes les semaines si on le laissait faire, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui a la dalle. Et comme je te dis, en fait, aujourd'hui, on est tellement dans un MMA dans lequel on se protège que justement, on doit respecter ce genre de combattant. Alors, bien évidemment, je le protège moi, mais sans lui dire. Parce que tu sais, parfois, tu lui expliques, ouais, mais attends, Benoît, bouge pas, faut peut-être qu'on fasse attention à ça. Non, 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 non. Tu vois, lui, il a la dalle, tu vois. Et ça, il faut le respecter. Comme je t'ai dit, on vit dans un monde où aujourd'hui, chacun fait attention. Ah, putain, lui, peut-être pas, ouais, machin, truc, etc. Non, Benoît, c'est envoie-moi tout. Je prends tout le monde. S'il pouvait, il ferait plusieurs combats dans la même soirée, mais malheureusement, euh, l'UFC n'a pas accepté. Et toi, en tant que manager, tu préfères des combattants qui, je vais pas dire ne rechignent, mais qui refusent aucun combat ou qui en refusent? Ah bah moi justement, ouais, je préfère que les combattants ne refusent pas et les refuser, pardon, pour eux, tu vois. C'est justement ça mon travail à moi, de les protéger contre eux-mêmes, tu vois. Donc moi, je pense que quand la relation de confiance est établie, le combattant te dit oui pour tout. En fait, en gros, il te dit, bah écoute, pour moi c'est ok, maintenant c'est toi qui vois, tu vois. Et parfois je veux pas, tu vois. Et ça c'est vraiment, ça c'est top, tu vois. Là on a atteint un niveau de confiance qui est vraiment parfait, quoi, tu vois. Et c'est là où le rôle de manager prend tout son sens. D'accord. On va passer à Kingdom Fighting. Pour rappel, l'organisation qui va se dérouler à Grenoble, qui a pour main event Bigfoot Silva vs Bison. Gros combat. D'ailleurs, là, j'ai pu voir sur les stories. Bigfoot se prépare correctement. Attention, Bison. J'espère aussi. J'ai pu voir passer des stories de Rouskov avec Bison. Ça chuchote des secrets apparemment. Ça donne des clés, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça va être un gros combat. Je ne sais pas si vous avez pris vos places encore, si vous êtes dans le secteur. Enfin, peu importe de partout de la France. Venez à la patinoire. Ça va être une belle soirée. Guillaume Tout à fait. est Sincèrement, derrière. les amoureux de... Ouais. Ouais, excuse-moi, Vas-y, les vas-y. amoureux de MMA, sincèrement, il faut se déplacer, les gars. C'est une belle carte. C'est un bel événement. On vous ramène Bigfoot pour les amoureux du MMA, une légende du sport. On donne la chance, pardon, à un jeune combattant poids lourd de se mesurer à Bigfoot et pourquoi pas de se servir, entre guillemets, de Bigfoot comme étant un gros tremplin dans sa carrière. Mais Bigfoot reste Bigfoot. Et le problème, il faut pas le sous-estimer en fait. Bigfoot, c'est un gars, il y a encore pas si longtemps, qui a tapé Fedor, Emelianenko. C'est quelqu'un d'extrêmement fort. Et même si effectivement les derniers résultats, les résultats récents sont pas à la hauteur, c'est quelqu'un qui a une grande expérience, qui sait amener le combat où il le souhaite. Et, euh, et voilà, l'expérience, ça peut parfois être la clé d'un combat. Donc, grande méfiance, attention. Derrière, on a le retour de Malik Merad. Ça aussi, c'est un gros coup avec un adversaire qui est à 17-2. Et tu vois, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Benoît Saint-Denis. Et ben Malik Merad, même profil en fait. Lui, il prend tout et n'importe qui. Lui, il veut juste être confronté au meilleur. Et ça, encore une fois, c'est tout à son honneur. Donc, très très belle carte, hein. Sincèrement, je suis assez satisfait du rendu. On a des petits jeunes, style Mazri Amar, tu sais, qui a fait un podium au Ouverture de championnat carte. d'Europe IMAF, ouais, tout à fait, qui sera en ouverture de carte. On a de jeunes talents tels Nikita Leshukov ou Noah Gugnon sur la carte. Enfin bon, bref, il y a de tout. Il y a légende, jeune prospect
combattants avec un peu plus de métier. Enfin, il y a tout pour tout le monde. Donc les gars, région grenobloise, Lyon, Saint-Étienne, Chambéry, Suisse et même Paris, les gars, on prend les places et on vient. Et je vous attends là-bas et ça va être cool. Ça va être un bel événement. Je vais même dire, on vous attend là-bas, on y sera. Peut-être Yes. on va peut-être essayer de vous faire un petit JDF aussi en présentiel. Oh, ce serait cool. On va, Ouais, 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 ça serait cool. on va essayer de faire ça si t'as pas trop de boulot de ton côté et moi du mien. Il va y avoir une conférence de presse. Comment ça va se passer? T'en avais parlé dans un précédent JDF. Est-ce que tu as des infos à nous donner sur ça? Ouais, tout à fait. La veille, on fera une conférence de presse. Alors, on n'a pas encore l'heure et le lieu exact, mais on pense faire ça aux alentours de 17 ou 18 heures. Et voilà, belle conférence de presse. On va essayer de, Est-ce qu'il va y avoir des comment guests? dirais-je, de... Ouais, ouais, déjà d'avoir des guests, évidemment, Amina Youb mais peut-être? aussi que... Ah, Minayob, lui, c'est pas un guest, lui, c'est une superstar. C'est différent, tu vois. Donc, le plus riche d'entre nous, évidemment, Amina Youb, hein, et sera très certainement sur l'événement. Mais ouais, ouais, on aura de jolis guests. Et voilà, de très grands combattants sur la carte, donc une belle conférence de presse, et voilà, ça va être cool. Ah, franchement, ça va être vraiment cool. J'ai vraiment hâte d'y être, hein. Super. On va passer au sujet management dans cette fin de JDF. Ben, des sujets qui sont des nouvelles qui sont arrivées là très comme une bombe sur les réseaux. C'est la signature de Doumbé, Cédric Doumbé et Francis Ngannou au PFL. Ben, toi déjà Guillaume, on veut savoir en tant que manager, qu'est-ce que tu as pensé de ces signatures? On va commencer peut-être par Cédric Doumbé. Mhm. Bah, pour te répondre, en fait, le PFL, pour le coup, moi, je connais plutôt bien. Il faut rappeler qu'on était le premier management français à travailler avec le PFL, à une époque où personne ne connaissait le PFL. On a commencé avec Ilyes Giroun, je crois, qui a combattu au PFL il y a 3 ans, il me semble, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, à une époque où le PFL n'était pas du tout connu. Donc moi, je connais plutôt bien le PFL. C'est une belle organisation. C'est très sérieux. Ça paye plutôt pas mal. Donc c'est peut-être une des raisons qui a, comment dirais-je, qui a forcé et qui a convaincu euh, Cédric Doumbé de rejoindre le PFL. Après, je suis un peu plus inquiet quant au match-up. Quant au match-up, pour te répondre, tu vas certainement me poser la question PFL ou UFC pour Cédric Doumbé. Bah écoute, je vais essayer de te répondre du mieux que je peux. Euh, le tournoi du PFL, pour le coup, c'est un gros risque. Là, pour le coup, c'est un gros risque parce que si la saison se passe comme les saisons précédentes, il y a 16 combattants engagés sur le tournoi et il n'y aura qu'un seul gagnant. Ça veut dire que tous les autres vont prendre une défaite. Tu comprends? Donc, pour le coup, c'est un très gros risque. Tu as 15 combattants qui vont prendre au moins une défaite. Donc, le tournoi, c'est un gros risque de la part de Cédric Doumbé. Et pour te dire la vérité, je suis assez inquiet. J'ai même assez peur pour Cédric Doumbé dans ce combat. Là, pour le coup, c'est un adversaire très difficile. J'ai aussi la particularité de plutôt bien le connaître parce qu'il a battu Abdul Abdouragimov. Il y a eu 2 combats contre Abdul. Le premier, quand il a gagné, j'y étais. Donc je connais plutôt pas mal ce combattant. J'étais d'ailleurs dans le coin d'Abdul. C'est solide. C'est solide, c'est très solide, c'est physique, c'est très intelligent, ça strike et ça a du sol. Donc pour le coup, c'est très complet. Ça peut être un combat très difficile pour Cédric Doumbé. Donc on espère vraiment le mieux pour lui, mais clairement, il n'a pas choisi la facilité, clairement. Ok, bon bah super, super pour avoir parlé de Doumbé. Je pense que tu as été très complet sur la question. On va passer au cas Francis Ngannou. Francis Ngannou bah, qui faisait beaucoup parler de lui, on ne savait pas là où il allait aller. Moi j'avais beaucoup de questions par rapport à est-ce qu'il allait aller en boxe anglaise, est-ce qu'il allait... Enfin, on a entendu parler de tout, quoi. One FC, Bellator. Bon, au final, il signe au PFL. Là, on a vu un peu les dessous du contrat. Il reste un agent libre. Donc, là, toujours l'opportunité d'aller faire le Money Fight face à Tyson Fury. Ça, ils en parlent encore en ce moment. Bon, on ne sait pas si ça va se faire. Mais ambassadeur du PFL Afrique, parce que l'organisation a pour but d'aller sur le sol africain. Et aussi, ils lui garantissent 1 million par combat. Je ne connais pas le roster du PFL, mais je pense qu'il est moindre que celui de l'UFC. Donc au niveau risque et rentabilité, enfin et bénéfices qu'il va prendre, je pense que il a tout gagné ou pas Ngannou à aller au Hmm. PFL.
C'est intéressant ce que tu dis. Euh, de son point de vue à lui, effectivement, je pense qu'il a tout gagné. C'est quelqu'un aujourd'hui de très influent au PFL. C'est l'icône du PFL, hein. C'est celui qui représente le PFL. Donc clairement, il a tout gagné, il sera bien payé. Et ta remarque est très juste. L'adversité sera nettement moins dure au PFL que ce que ça serait à l'UFC, tu vois. Maintenant, d'un point de vue fan de MMA, ah, c'est une catastrophe, on va pas se mentir, c'est une catastrophe, tu vois. Nous, on veut voir les meilleurs contre les meilleurs et on aurait aimé voir Francis Ngannou contre John Jones ou pourquoi pas un rematch avec Cyril Gane. Enfin, tu vois, on s'attendait pas du tout à ça et on a un peu l'impression que finalement c'est un peu du gâchis. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus. Moi, en tant que fan, j'ai envie de dire c'est du gâchis parce que j'aurais aimé le voir faire de gros combats contre les meilleurs à l'UFC. Voilà, au lieu de ça, c'est PFL. J'ai l'impression que ça a pété un peu la hype, tu vois, le voir au PFL. Maintenant, d'un point de vue personnel, comme je te l'ai dit, je pense que c'est un très bon choix. C'est aujourd'hui la superstar, c'est aujourd'hui la mascotte du PFL. Je pense que ses moindres demandes seront immédiatement exécutées, bien payées, adversité moins dure, égale bien joué l'artiste. Voilà. Ouais. Puis je sais pas si tu as vu l'UFC, dès l'annonce de la signature de Ngannou au PFL, Dana White qui fait une vidéo Tu as vu passer ça ou pas? Est-ce que tu penses En vraiment fait, que Dana White, il a une rancœur, j'ai envie de dire, ou il a pour but de, tu vois, le jour où Ngannou il va combattre, il va sortir une carte ou faire un gros combat, tu vois, bah, style faire revenir Connor, tu vois? ouais, je pense qu'il doit avoir un peu le seum quand même, Dana White, dans le sens où les négociations ont échoué. Voilà. Il n'a pas réussi à re-signer Francis Ngannou, ce qui est quand même plus ou moins un échec, hein. Donc je pense qu'effectivement, il doit avoir une petite rancœur par rapport à ça. Maintenant, oui, c'est intéressant. Il est toujours intéressant à écouter Dana White. Tu sais, la petite pique qu'il envoie à Ngannou en disant, ouais, il a fait le bon choix parce que je pense qu'il flippait de D'affronter se John retrouver dans le Jones? même état que Cyril Ouais. Gane contre John Jones. Bah ouais, la pique est belle, franchement, il n'y a rien à dire. La pique est belle. Voilà, c'est bien vu. Super. Ben maintenant, on va passer à la dernière rubrique du podcast. On va répondre aux commentaires, Guillaume, du précédent JDF. Ah yes. Parce que comme vous le savez, à chaque JDF, on répond à vos commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires avec des questions à poser à Guillaume, que ce soit sur des combattants, que ce soit sur des organisations, ou sur peu importe. Voilà, on y répond. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour ceux qui s'abonnent, pour ceux qui like et qui partagent et qui m'envoient des messages sur Instagram de force pour le JDF. C'est vraiment merci à vous. Je te laisse commencer, Guillaume. Eh ben allons-y, allez, c'est parti. On va trier les commentaires par les plus récents d'abord. Ok? Et je voulais juste rajouter, s'il y en a vraiment des questions Dis-moi. très intéressantes, on pourra même en faire une rubrique dans le prochain podcast. Voilà, on n'oublie Ok, personne. faisons ça. Alors c'est parti, on a Fauzi L qui nous dit bonjour, juste pour vous dire à vous Guillaume, vous êtes un très bon manager qui est investi jusqu'au bout avec vos combattants, ça se voit que vous aimez votre métier et ça se voit que vous prenez plaisir à faire ce podcast. Merci beaucoup et c'est très vrai, je prends beaucoup de plaisir à faire ce métier, c'est un métier qui est très dur, hein, sincèrement, c'est aussi pour ça qu'il y a très peu de managers en France. Je l'ai déjà expliqué précédemment dans un autre podcast, c'est extrêmement compliqué. Pour plusieurs raisons, hein, déjà financièrement, pour s'en sortir, c'est pas évident. Il faut le temps de créer une équipe, etc. Donc, avant de créer de la rentabilité, bah, il y a beaucoup de dépenses. Donc, c'est compliqué. Et aussi, c'est un milieu qui est dur, hein, on va pas se mentir. C'est un milieu qui est très dur. Entre managers, ça plaisante pas. Tu vois, la concurrence est rude. Donc, non, non, c'est un milieu qui est extrêmement dur. Tu sais, après, on fait que du rapport humain avec les combattants aussi. Donc, tu sais, parfois, on marche un petit peu sur des œufs, etc. C'est particulier, mais ouais, j'aime ça. J'aime ça et je prends aussi plaisir à faire le podcast. Donc, merci à vous, les gars, d'être là. Et on continue. On a Claude Montmorency qui nous dit force. Bah, merci à toi, Claude. Force à toi aussi. Cédric Siviglia qui nous dit avez-vous vu la vidéo de Abdelkaznadji où il défonce tout le monde? Qu'en pensez-vous et force JDF? Ouais, j'ai vu la vidéo parce qu'on me l'a envoyé en fait. On me l'a envoyé parce que ça a créé un peu d'interactivité, j'ai envie de dire en interne, tu sais, dans le milieu du MMA, il y a pas C'est mal la de vidéo, personnes qui en ont parlé. c'est celle sur la bagarre, c'est ça?
Oui, bah j'espère qu'il fait référence à celle-ci parce que il dit la vidéo où Abdel Khaznadji défonce tout le monde. Donc j'espère qu'il fait pas ça trop souvent et j'espère que c'était juste cette vidéo-là, du coup, sur la bagarre, tu vois. Ok. Donc ouais, je l'ai vu. Est-ce que tu l'as vu la vidéo, toi? Ouais, j'ai regardé, je regarde beaucoup ce que fait la bagarre. D'ailleurs, je leur passe un big up et je salue leur travail. Et j'ai regardé aussi les nombreuses stories que Abdel faisait dans son véhicule où il réglait un peu ses comptes. Donc c'est pour ça que je pensais qu'il parlait de toutes ces stories en fait. Mais c'est vrai qu'il y a cette vidéo où on l'entend parler, Ah, ok. tu Ah vois. oui, effectivement. Alors moi, ouais, ok. Moi, j'ai pas la chance de suivre Abdel sur les réseaux, donc je sais pas quelle story il poste dans sa voiture, mais je pense qu'il parle de la vidéo sur la bagarre, je pense, Hmm. non? Ouais, on va revenir sur celle-là, ouais, je pense. Alors pour répondre, est-ce que je l'ai vu? Donc oui, je l'ai vu. Qu'est-ce que j'en pense? Alors j'ai pas envie de faire un sujet sur cette vidéo, donc on va être très bref et rapide. Euh, je pense que il y a des choses intéressantes sur le fond. J'ai écouté, hein, j'ai pris le temps d'écouter toute l'interview et j'ai même envie de te dire que je partage son avis sur certaines choses. Donc sur le fond, il y a des choses intéressantes. Maintenant, la forme, selon moi, est catastrophique. La forme, elle renvoie quelqu'un. Ben, tu sais, il suffit juste de regarder les commentaires. Je ne sais pas si tu as fait attention. Moi, j'ai regardé les commentaires du podcast. Il suffit juste de voir l'image que ça renvoie. Tu sais, quand tu débarques quelque part et que tu déboîtes tout le monde, tu sais, tu défonces tout le monde. Je suis pas sûr que ça aide le fond, en fait. Tu vois, je pense que ça dessert un peu la cause. Je sais pas si tu comprends ce que je veux Ouais, dire. bien sûr, complètement. Je pense que ça dessert un peu la cause quand tu annonces. Euh, alors, je me suis embrouillé avec Johnny Frachet, je me suis embrouillé avec Brézéfin, je me suis embrouillé avec Loïc Peurat, je me suis embrouillé avec Benjamin Sarfati, je me suis embrouillé avec Fernand Lopez, je me suis embrouillé avec mon ancien partenaire du MMAGP, je me suis embrouillé avec mon ancien partenaire d'Obifight, je me suis embrouillé avec mon ancien partenaire pour le management. Je crois que ça parle de moi à un moment, mais je suis même pas sûr, tu vois. Je me suis embrouillé avec Rust. Donc là, on est à 10. Hein. Je me suis embrouillé avec Guillaume de la Sueur. Ah, je me suis embrouillé avec les deux frères pourrus de Hexagone. Donc là, on est à 13. Tu vois, je pense que la forme, elle dessert le fond. Tu vois. Maintenant, il y a quand même un truc que, que j'ai. Je me suis souvenu dans cette interview parce que, en fait, si tu veux, on m'a envoyé un passage où apparemment ça parlerait de moi. Bon, moi, je me reconnais pas à travers ce qu'il dit, donc je doute que je sois concerné, mais a priori, d'après les gens, c'était moi qui étais concerné. C'est d'ailleurs même écrit par un auditeur du JDF, qui s'appelle Julien Lévy, dans les commentaires du podcast de la bagarre. Je crois qu'il dit, il donne le temps. Est-ce que c'est une remarque pour Guillaume Pelletier, je crois. C'est ça qu'il dit. Donc, tu vois, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était C'est pour quand moi. il parle des En fait, managers qui regarde, dit que vous êtes des porteurs d'affaires? voilà. Ok. En fait, ce qu'il dit, il y a plusieurs choses en fait, si tu veux. Ce podcast, tu te rends compte si vraiment tu prends le temps de décortiquer, tu te rends compte que ça va un peu dans tous les sens, il y a beaucoup de contradictions, tout ça. Mais en fait, ce qui m'a marqué, c'est quoi? C'est qu'à un moment, il dit, donc les managers, ils servent à rien. Ce sont des apporteurs d'affaires, ils ne servent à rien. Et il n'y a pas besoin de mettre des costumes et de faire des podcasts pour être un manager. Et elle regarde un mec qui est pas devant la caméra, qui doit être derrière, tu vois, qui dit, et il lui dit, ah, lui, il sait de qui je parle, tu vois. Donc en fait, tu envoies une cartouche à quelqu'un. On est d'accord. A priori, c'est moi qui ai visé. Bon, je t'ai dit, moi, je me reconnais pas à travers ça, mais a priori, c'était pour moi. Euh, mais 10 minutes plus tôt, il nous dit, ah, tu sais, hein, moi, j'ai jamais attaqué personne. Moi, à chaque fois, je me défends. Quand on m'attaque, je réponds. Bah oui, mais là, regarde, 10 minutes plus tard, tu mets un tir à quelqu'un. Donc, en fait, si tu veux, ce côté où, ouais, ils sont tous méchants, tu vois, moi, je comprends pas, je suis gentil, j'ai jamais rien fait à personne, tu vois, moi, j'y crois moyennement quand je vois des actions comme ça, où il envoie une balle perdue à quelqu'un, apparemment, qui me serait destiné, en disant 10 minutes plus tôt, non, moi, j'attaque jamais personne, je fais que de me défendre, tu vois. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, après, on passe à autre chose, hein, que ça dure pas trop longtemps. Euh, la façon dont il parle des managers, c'est une méconnaissance totale du métier. C'est une méconnaissance totale, en fait. Tu vois. Selon lui, nous ne serions que des apporteurs d'affaires. Et en plus, c'est étrange parce qu'il dit se considérer comme un manager. Enfin, il le dit et après, il se contredit tout seul. Il dit un moment dans la vidéo, et je vous invite à la regarder, je suis promoteur et manager de combattants. Et 10 minutes plus tard, il dit
ah non, mais je me suis jamais considéré comme un manager, tu vois. Bon, bref, du coup, je sais pas en fait s'il se considère comme un manager ou pas, mais il dit que les managers sont des apporteurs d'affaires et franchement, venant d'un promoteur d'une organisation, je trouve ça très triste de parler comme ça. En fait, il confond un petit peu tout parce que d'après lui, un manager, c'est quelqu'un qui normalement doit amener du sponsoring aux combattants, en fait. C'est ça qu'il dit. Ouais, Et il quand dit il à un parle des moment, moi, tu canettes. vois, voilà, tu vois, moi, je donnais des sponsoring à Michael Lebou, etc. Mais en fait, c'est là encore une fois où il confond tout. Toi, Kevin, est-ce que tu penses que Ali Abdelaziz, il ramène du sponsoring à ses combattants? Je pense pas, je pense qu'il délègue. Ça doit être Voilà. un autre Merci organisme qui beaucoup, s'occupe Kevin. de ça. Et il faut que les gens sachent qu'on prépare pas nos JDF, hein, tu vois. Donc, comme quoi on est sur la même longueur d'onde. En fait, nous, la façon dont on travaille, c'est chacun son métier, tu vois. Moi, j'ai des combattants comme Benoît Saint-Denis, comme Morgan Charrière. Ce n'est pas moi qui gère les sponsoring. Et heureusement, leur carrière est tellement énorme que si en plus je commence à gérer le sponsoring, ben en fait, je m'occupe que de un combattant, c'est tout en fait. Je pourrais pas être partout. Donc moi, je suis un manager qui gère les carrières sportives. Et d'ailleurs, Michael Lebou en a parfaitement parlé dans un podcast où il dit le meilleur pour la construction de carrière, c'est Guillaume Pelletier. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce Ouais, bien sûr, podcast. bien sûr. Voilà. Donc, lui a parfaitement résumé. Moi, je me considère comme quelqu'un qui crée des carrières, tu vois, ou qui aide ceux qui sont dans un moment un peu flou dans leur carrière, tu vois. Mais je suis pas un gars qui s'en va chercher du sponsoring ou quoi que ce soit. Et en fait, il confond tout en disant que les managers seraient des apporteurs d'affaires. Et si on doit considérer quelqu'un comme un apporteur d'affaires, bah justement, c'est le mec qui ramène du sponsoring. Parce que moi, je ramène pas des combats. Tu vois, moi, je crée des combats. J'ai envie que mon gars, il rentre dans cette organisation et qu'il tape ce mec-là. C'est moi qui vais créer ce combat. Tu vois, je vais faire en sorte que le combat puisse se faire. Donc moi, je crée un truc. Je suis pas un apporteur d'affaires. Le combat, on me l'a pas ramené. Tu vois, je fais pas ça, ça. Tu vois, à la limite, le sponsoring, c'est ça. C'est faire ça, ça. Tu vois. D'ailleurs, tiens, aujourd'hui, j'ai parlé avec Oumar Sy, qui justement va travailler avec quelqu'un qui va gérer les sponsors, tu vois. Et sur la page Instagram de ce mec, il est écrit apporteur d'affaires. Parce que justement, c'est ce que fait quelqu'un qui ramène du sponsoring, tu vois. Donc voilà, tout ça pour finir. Déjà, j'ai pris trop de temps. Ça part un peu dans tous les sens. Ça se contredit pas mal. Donc pour finir, je crains que la forme contredise le fond, ou au moins que la forme ne rende pas service au fond. Parce que sur le fond, il y avait des choses intéressantes, tu vois, mais la forme est catastrophique. Donc voilà, j'espère avoir bien répondu à Cédric Stiviglia. C'est beau gosse ou pas? Ouais, 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 ça va. Ben, je te rejoins allez, et puis voilà. je trouve ça dommage pour un promoteur de régler ses comptes sur un média, tu vois, avec autant de personnes. Encore quand ben, toi, tu avais répondu à Fernand Lopez sur le Twitter, là, voilà, c'était une personne, ça va, c'est gentil, mais quand il y a beaucoup de personnes qui sont mêlées, c'est, comme tu dis, ça amène à plusieurs poser des questions sur ça, et puis surtout pour Ouais. l'organisation en elle-même, tu vois. Il vaut mieux, je pense quand on est promoteur, vaut mieux parler des combats, des salles, des événements à venir. Il y a tellement de choses à dire plutôt que parler de ces histoires. Et je pense que tout ce monde-là du MMA, j'ai envie de mettre ça dans la haute sphère. Les managers, les promoteurs, je pense que vous avez tous vos coordonnées, vos numéros dans vos répertoires, donc vous pouvez aussi régler Bien ça en sûr. interne. Après, bien sûr, des fois, ça fait toujours plaisir aux médias, hein, c'est notre travail Non, mais d'accueillir ces je te propos, tu vois, mais autant de excuse-moi de te Oui, vas-y, couper. vas-y, Guillaume. Ouais, excuse-moi vraiment de te couper, je suis obligé, mais pour le coup, avec Abdelkaznadji, on a déjà discuté au téléphone et il y a encore pas si longtemps, il y a un mois ou deux, tu vois. Ok. Et ça se passe toujours très bien. Ça se passe toujours très bien, c'est toujours très courtois. Mais, euh, mais après, les conversations sont rapportées différemment, tout ça, c'est un peu compliqué. Voilà, comme je te dis, moi, là, l'histoire du podcast, moi-même, je pense que la remarque, elle m'est destinée, parce que c'est un truc, une fois qu'il m'avait dit, ouais, les managers, vous êtes des apporteurs d'affaires, moi, je vais créer mon management, je vais révolutionner le monde du management, euh, faut monter dans le train maintenant, sinon ce sera trop tard. Sauf que résultat, quelques mois plus tard, voilà, son management, t'en entends plus parler. Ce que je veux te dire, c'est que chacun a sa destinée, tu vois. Dans la vie, on a tous notre destinée, tu vois. Il n'y a pas besoin de détester les gens, il n'y a pas besoin de mettre le doigt comme ça sur les managers parce que peut-être il n'a pas rencontré beaucoup de succès dans sa carrière de manager, mais il ne faut pas détester les managers sont utiles et sont même indispensables, tu vois, au fonctionnement du MMA. Donc, travaillons tous ensemble. Pourquoi cette remarque-là, aller déboîter les mecs
Ouais, pour être manager, il suffit pas de faire des podcasts et de mettre un costard. Ouais, il sait de qui je parle, lui, il sait de qui je parle. Bah, pourquoi t'envoies un pétard comme ça à quelqu'un? Ça sert à quoi? Tu vois ce que je veux te dire? Et derrière, tu te plains qu'il y ait des gens qui t'attaquent. Tu vois, je te dis, il y a beaucoup de contradictions dans ce podcast. Je le trouvais, ah voilà, le mot, je trouvais le podcast très malaisant. Très malaisant. Voilà, pour finir. Ok? Ok, ok. On va passer au message On de Fabrice continue. Cousseau. Ouais, ouais, déjà, Fabrice j'avais dit que Cousseau. ça ferait. Fabrice Cousseau qui nous dit merci du podcast. Juste deux questions pour Guillaume. Que penses-tu du combat pour la ceinture du Ares Yazid Chouchan, Damien Lapillus? À quand le retour d'Ilias Giroud? Alors, le combat, j'en pense quoi? C'est que c'est un beau combat. C'est un très très beau combat. Yazid Chouchan, c'est un combattant très physique. J'aime beaucoup beaucoup ce combattant. Maintenant, pour être très honnête, si j'avais une pièce à mettre, je la mettrais sur Damien. Euh, Sa boxe à Damien Lapillus est très chiante. Comme Yazid Chouchan est plus petit, Mon ça va être ange. compliqué pour rentrer. Il va falloir rentrer et ça va être compliqué parce qu'en face, ça pique, tu vois. Mais en tout cas, j'aimerais que Yazid, s'il te plaît, mon cher Yazid, j'ai habité 10 ans à Marseille, fais-moi mentir, s'il te plaît. Fais-moi mentir et appelle-moi une fois que tu leur as fait mentir en me disant alors pourquoi t'as dit ça, tu vois. Fais-nous plaisir. Fais-le pour le peuple. À quand le retour d'Ilias Giroud? Le 23 juin. Je viens de balancer une date, là, j'aurais pas dû, mais au moins c'est fait. Le 23 juin, les gars. Vous saurez ça très rapidement. Voilà. En France, pas en France? Ensuite, pas en France. Ok, ok. J'ai pas le droit d'en parler, Non, mais non, je mais peux dire que ça sera au Brave, au Bahreïn, quoi. ça marche. Tu sais, j'ai Ça pas le marche. droit de parler, mais en fait, je peux te dire que ça sera le 23 juin, au Brave, au Bahreïn. Et attends, l'adversaire, ah, ça, je me rappelle plus, tu vois. Ah, je vais quand même pas tout dire, quoi, tu vois. Ah, mais on gratte, on Donc gratte, il voilà. nous donne des exclus. Merci, Guillaume. T'as bien fait, On va t'as bien passer fait. à Fouad. Euh, Fouad ouais, Felaki. Fouad Felfaki, qui nous dit bonjour, j'aime beaucoup tes interventions, quel que soit le podcast, mais le JDF est une superbe idée. Et regarde, là, on essaie de se professionnaliser, là. T'as vu, là, le petit fond d'écran beau gosse et tout, les petites lumières Ouais, néons et tout. on Ça vient passe à pas de moi, niveau. c'est Kevin. On Mais passe à c'est niveau, les c'est gars. pour vous faire plaisir, les gars. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, les gars. Dedans, tu dis que tu mets pas en avant ton côté de matchmaker puisqu'il pourrait y avoir des conflits d'intérêts avec le management. Maintenant, tu veux le mettre davantage en évidence, mais je trouverais ça intéressant que tu nous dises comment est-ce que tu matches un combat hormis le palmarès. Et deuxièmement, c'est là le plus intéressant, j'aimerais que tu nous parles des camps, qu'est-ce que tu regardes chez un combattant, qu'est-ce qui te frappe en premier chez un jeune, ta plus grande force aujourd'hui, merci, et je pense que tu dois la mettre en avant, et tu as raison. Tu es connu pour créer des... Oh, ça... T'as vu ce que j'ai dit tout à l'heure? Que Ouais. nous, voilà, les gens savent, on crée des carrières. Et regarde, là, les gens, ils vont penser que c'est moi qui ai inventé cette question, quoi. Tu es connu pour créer des carrières, comment fais-tu? Tu as une ligne directrice, tu adaptes vraiment à ton fighter. C'est dans ce domaine pour moi que tu excelles et c'est dommage que tu nous expliques pas plus ce monde-là. Fouad, mon cher Fouad, ta question, elle est top. Euh, Bah, mais il y a énormément de sujets c'est pour dans ça cette qu'on question. va la reprendre. On va la reprendre sur le prochain JDF. Je sais pas ce que Bah, t'en penses, faisons mais ça. Ouais, ouais. sérieux, faisons ça. Cette question, on la garde Mhm. et on en fait un topic pour le prochain JDF. On en fait un sujet. Si ça vous va, les gars, Fouad, on c'est t'oublie hyper pas. intéressant. Merci pour ton. Non, c'est très intéressant et j'ai envie de développer ça. C'est très, très intéressant. Guillaume, toujours très intéressant à écouter. Qu'auriez-vous fait à la place du manager d'Abdul si vous auriez eu l'énorme proposition du PFL qu'il a apparemment reçue, valeur top 5 UFC selon Clément Marcoux et refusé? Merci d'avance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi déjà, j'écoute jamais les on-dit. Tu vois, Euh, moi aussi, pour moi, dans ma carrière de combattant, j'ai reçu une offre à 6 chiffres, mais je l'ai refusée. Alors, je dis ça d'une façon ironique, mais euh, les trucs de on a reçu une offre comme ça, moi, tant que je vois pas le contrat, tant que je vois pas la somme, parfois c'est rendu public, hein, comme l'UFC c'est rendu public. Moi, je reste toujours très vigilant, tu vois, parce que ça peut être un argument. Tu sais, moi aussi, je peux dire que pour Oumar Sy, on a refusé une somme à un demi-million de dollars, tu vois, parce qu'on voulait pas se bloquer avec une organisation. On peut tout dire, tu vois. Donc ça, je reste très vigilant là-dessus. Maintenant, sur le fond de la question, si j'avais été le management d'Abdul, évidemment que je ne me serais pas enfermé dans un format comme le PFL, parce qu'Abdul est très jeune. Abdul est très très jeune. Et Abdul, bah, comme on essaie de le faire avec Benoît Saint-Denis, hein, en un contrat, derrière, ça peut devenir très sérieux, avec de très belles sommes.
Et par conséquent, il ne faut pas se précipiter en fait. En fait, il faut pas tomber dans le piège de l'organisation tout de suite qui débarque avec un gros chèque. Parce que qu'est-ce qu'il te dit qu'en cas d'échec, ils vont pas te cuter immédiatement. Tu comprends? Sauf qu'en fait, si tu prends un gros chèque au PFL, tu perds tes deux premiers combats, tu te fais cuter de l'orga, et en parallèle, tu prends moins à l'UFC dans le cadre d'Abdul, parce qu'il est beaucoup plus jeune que Cédric Doumbé. Hein. Cédric Doumbé, c'est un cas différent quand même, tu vois. Mm. Eh bien, si tu prends une somme moindre à l'UFC, mais que tu enchaînes les victoires et que tu refais un nouveau contrat, etc., bah, peut-être qu'à la fin, en fait, tu vas totalement dépasser la somme du PFL. Tu comprends? Donc, moi, j'aurais fait la même chose. J'aurais fait la même chose. Voilà, voilà. Jeanne Wakandé, bonjour les gars, j'ai posé une question sur le JDF 14, j'ai jamais reçu de réponse. Pourtant, Guillaume avait dit qu'il répondrait en commentaire. Merci pour tout. Ah, Guillaume, cet enfoiré, il fait jamais ce qu'il dit, quoi, tu vois. Non, blague à part, vas-y. C'était quoi la question, Kevin? Est-ce que C'était tu pourrais nous la retrouver? Pourtant, j'avais l'impression qu'on avait répondu à tout. c'était concernant le management. Est-ce que c'était pas un problème de travailler avec une organisation qui a un management qui est concurrent à toi, en fait? Voilà. Parler des Ah, métiers. Arès alors. On parle Ouais, d'Arès, c'est ouais, ça? c'est ça, c'est ça. Non, 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 c'est pas un problème et je vais expliquer pourquoi. Parce que euh, euh, on n'est jamais obligé en fait de faire des combats qu'on n'a pas envie de faire. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, moi, on m'envoie des offres pour mes combattants. Parfois, je les refuse parce que c'est un combat que j'ai pas envie de faire. Donc, en fait, si tu veux, on nous met pas le couteau sous la gorge. Tu comprends? Mm. Donc voilà. Après, oui, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, c'est vrai, sur Arès, sur son fonctionnement, sur certaines choses. Mais il faut pas non plus mettre le voile sur les bonnes choses. Euh, et j'ai pas envie de mettre en lumière le mauvais au détriment du bon, en fait, si tu veux. Il y a aussi beaucoup de bons. Moi, dans ma collaboration avec eux, il y a plein de bonnes choses. Et j'ai pas envie de mettre plus en avant le côté négatif que le côté positif, en fait, tu vois. J'essaie de rester neutre. Et, et voilà, tout simplement. Est-ce que j'ai bien répondu? Ouais, nickel, nickel. Et il me semble qu'il avait demandé aussi s'il n'y avait pas un traitement de faveur pour les combattants du Factory plus que les combattants de la Bulgaria Top Team. Est-ce que toi, en tant que manager, tu ressentais ça? Disons que parfois, je regrette le fait qu'un combattant comme Amin Ayoub, par exemple, on nous ait pas au moins proposé la trilogie, tu vois. Après le combat où on a fait match nul, on s'est séparés sur un match nul. Comment se fait-il que Damien Lapillus, d'un côté, enchaîne les ceintures, pendant que nous, on enchaîne les victoires sans ceinture? Tu comprends? Je trouve qu'il aurait été logique qu'on nous propose au moins le combat. Ça n'a pas été fait. Maintenant, est-ce qu'on peut reprocher à une organisation dont le boss est aussi manager, bah comment dirais-je, de mettre bien ses gars. Tu Non, vois le délire? bien sûr. Voilà. Guerrier de la Lumière qui nous dit pour répondre, la qualité c'est mieux que la quantité, dans le sens où vous faites un contenu qualitatif, mais pas quantitatif. En tout cas pour le moment, mais ça va arriver vite, j'espère. Mon cher Guerrier de la Lumière, justement, on est en train de te contredire. On a dit en intro de ce JDF qu'on sera là maintenant tous les mercredis à 18h. Donc tiens-toi prêt. On t'attend tous les mercredis à 17h59 connecté sur YouTube. Et voilà, t'auras ton JDF. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Je mise sur Monsieur Nurulo Aliyev, voilà, pour le futur adversaire de BSD, s'il accepte. Ah, s'il accepte! T'as vu? Ouais, il avait C'est déjà. intéressant. Ouais. Ouais, t'as vu? C'est intéressant. Un max d'encouragement au journal du fight. Merci beaucoup, merci à toi. Fuego 2 qui nous dit poussez les likes et les coms, les gars. Ben ouais, suivez Fuego, les gars. Moi, je trouve que Fuego, c'est un bon gars et tout ce qu'il dit, c'est toujours sensé. Donc, suivez-le, les gars, et mettez des coms et des j'aime. Zizou Paul qui nous dit salut l'équipe, top les contenus. Il paraît que le PFL va acheter le Bellator. Vous êtes au courant si c'est vrai? Mais dis-toi que je l'ai entendu ça. Ça va? Sincèrement, je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Que le PFL Putain, je rachète le sais, Bellator. pardon, Ok. je sais plus de où. Effectivement, on est venu me poser la question en me disant, tiens, est-ce que tu es au... Ah, c'est l'ancien mec qui bossait pour Tapologie. D'accord. Il m'a envoyé un message en me disant, tiens, mais il paraît que le PFL va racheter, pardon, le Bellator, machin, machin. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, les gars. Mais mon cher Zizou, comme tu as un prénom que j'aime beaucoup, euh, j'ai adoré les deux têtes que tu as mis en finale de la Coupe du Monde 98. Du coup, je prendrai le temps de me renseigner et
de voir si l'information est vraie ou pas. Voilà. Macario qui nous dit toujours au top. Fierge qui nous dit OK pour le podcast. En revanche, gros carton jaune, Monsieur Pelletier, sur le désolé. Ça fait un peu tarlouse, 53-48. Fierge. Je te prie de m'excuser. Effectivement. Alors en fait, on fait pas du live, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on enregistre en une fois, sans préparation, histoire d'avoir un maximum d'authenticité. Donc, comme une conversation entre amis, parfois il peut nous arriver de dire un peu de bêtises, de lâcher un petit mot, mais ça, comment dirais-je, il faut pas prendre ça au pied de la lettre. C'était pas un mot pour vexer une communauté ou quoi que ce soit. C'est plus un mot qu'on peut se dire dans un cadre familial. Donc voilà. Mais tu as bien fait de me reprendre, mon cher Frige, et je ferai très attention au futur à ce que ça ne se reproduise pas. Brocours qui nous dit allez les gars, mettez des likes et des commentaires aussi pour le référencement, c'est primordial. Toujours aussi cool ce JDF, sans langue de bois. Je ne savais pas que Guillaume était derrière le Kingdom. Et ouais, je le suis. Et derrière Bison, mon nouveau fighter favori. Team Grobid, merci pour l'épisode les gars, toujours sympa d'avoir les news avec vous. Ouais, effectivement, Bison pour moi semble exagéré et j'ai pas envie d'aller trop vite. Mais pour moi, Bison, c'est le futur de la KT. Poids lourd en France. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Et en cas de victoire contre Bigfoot, ça peut aller vite. Ça peut aller très très vite. Fuego 2, bah tiens, lui aussi nous dit. Gros big up Excuse-moi. à Brocours. Gros big up à Brocours qui est un Ouais, fidèle auditeur du JDF aussi. Donc, team gros bid aussi pour toi, qui s'entraîne au NRFI d'ailleurs. voilà. Il fait partie de la team Yassine Wakil, solide aussi. Enfin voilà, gros big up à lui. Ok. Donc un fidèle du JDF. C'est important la fidélité dans la vie, donc reste fidèle. Fuego 2 qui nous dit c'est Nurulo Aliyev le prochain adversaire de BSD. Bah écoute, bien vu. Voilà, j'ai expliqué un peu précédemment ce qui s'est passé. Lifestyle News qui nous dit intéressant, merci. À toi aussi, merci. David Roud, merci. Merci David. Anthony, pardon, qui nous dit putain, j'ai bien. Alors là, le gros mot, il vient pas de moi, hein, mon cher. Attends, Frige, c'est ça? Mon cher Frige, je ne fais que lire, d'accord? Donc Anthony nous dit putain, j'ai bien hâte pour BSD, vivement des nouvelles. Et ben voilà, vous avez été servi. Et James Simouza qui nous dit un mot sur le niveau de Abdul Ossol. J'ai l'impression que je suis condamné toute ma vie à chaque fois de parler d'Abdul. C'est un truc de ouf. Donc un mot d'Abdul Ossol. C'est vrai, Alors, Abdul avant toute Ossol. chose, Guillaume, excuse-moi de te couper. C'est vrai que on te parle plus sur Abdul que sur Fares. Je Ouais, remarque. c'est vrai. Je C'est vrai. remarque. À chaque fois, Ouais. c'est. Voilà. Peut-être parce qu'aujourd'hui, Abdul, il est populaire en France, tu vois, très très populaire en France, c'est peut-être la raison. Ouais, Mais tiens, tu sais quoi, et qu'il eh ben accepte moi, je pas vais encore rebondir aujourd'hui. alors, les gars. Vas-y. Je vais rebondir. Parce que tu sais, quand on émet un avis critique sur Abdul, on se fait déboîter parce que Abdul a une grosse communauté parfois un peu agressive quand il n'aime pas le discours ou l'avis qui est porté dans un podcast. Mais déjà d'une, je trouve ça dommage parce qu'on peut débattre sans aller par la case extrême des insultes ou quoi que ce soit. Mais de deux, j'aimerais qu'on rende à César ce qui appartient à César. Pourquoi je dis ça? Ces gens-là qui aujourd'hui pourraient critiquer quand je dis quelque chose, ils étaient où à l'époque où je m'occupais d'Abdul? Ils étaient où quand je galérais à matcher Abdul? Ils étaient où quand je donnais de mon argent personnel aux adversaires d'Abdul pour qu'ils acceptent le combat parce qu'ils ne voulaient pas l'affronter? Ils étaient où quand je galérais à mettre Abdul à droite à gauche? Ils étaient où quand Abdul avait un titre de séjour et qu'il était compliqué de le faire voyager? Ils étaient où ces gens-là? Tu vois? Moi, j'étais là. Moi, Abdul, je l'ai aidé du mieux que je pouvais. Et j'espère qu'il ne l'a pas oublié et qu'il s'en rappelle. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, un mot pardon, sur le niveau d'Abdul au sol. Alors, pour que ce soit clair, parce que je sais que mes propos sur un podcast qui date de très longtemps avaient été vachement détournés de leur sujet initial. Abdul, au sol, puisque c'est la question, c'est un monstre. En fait, Abdul, il est pas bon. Il est pas bon du tout. Abdul, c'est un phénomène. C'est un putain de tueur à gages. Abdul, il est extrêmement fort. D'accord? Parfois, moi, ce que je veux mettre en lumière, c'est que le grappling a ses limites. Tu vois? J'aimerais voir Abdul progresser aussi sur les domaines hors grappling. Tu comprends? Tel que la boxe, par exemple. Parce que moi, je pense, et je peux me tromper, mais c'est mon avis, et je le maintiens, qu'avec une meilleure boxe,
peut-être que les amener au sol d'Abdul serait plus simple. Parce que tu vois, il serait capable de boxer un petit peu avec l'adversaire et du coup de créer la surprise, changement de niveau, clinch, bam bam. Sauf que là, on sait tous qu'Abdul ne peut pas boxer, donc du coup, il est obligé de rentrer. Est-ce que tu comprends? Je Le comprends, MMA, c'est large. je comprends et c'est une remarque qui a beaucoup été faite. Et justement, un podcast que j'écoute beaucoup, celui de Clément Marcoux, où justement il dit, regarde l'exemple, quand on lui dit cette remarque de la boxe, regarde Khabib, il avait une boxe dégueulasse, mais il avait cette lutte et qui faisait la différence, tu vois. Chez- Mais Khabib, il boxait, hein. Demande à McGregor si Khabib, il boxait pas. Tu sais, en plus, hier, j'étais en train de regarder la série Netflix sur McGregor McGregor Forever, et ouais. j'ai revu le overhand. Ouais, qui Voilà, est le magnifique. overhand de Avec Khabib. la feinte Donc, là, ouais. La feinte tout à fait. d'Anderson. Donc, Khabib, effectivement, dans ses débuts à l'UFC, c'était une catastrophe. Bah, tiens, regarde, Oui, hey, ton exemple, il est parfait. Écoute bien. Dans ses débuts à l'UFC, le striking de Khabib était risible. Sincèrement, il y a même eu des highlights qui ont été faits pour montrer à quel ouais. point c'était drôle. C'est vrai, hein. Mais Khabib, il a compris. Il a compris qu'il fallait bosser son Et striking. son père Parce que aussi l'a compris. parfois, Il l'a envoyé au oui, KF parfois, avec Javier Mendes. voilà, parce que parfois, attraper un mec, c'est compliqué, Kevin. C'est compliqué. Tu vois, si t'as pas de boxe, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'effet de surprise. Je comprends sur lequel discuter la dernière fois, mais c'est un sujet, on peut rapidement le sortir du contexte et en fabriquer autre chose, mais mes propos ont toujours été ceux-ci, et même à l'époque où je travaillais avec Abdul, je lui ai toujours dit, Abdul, bosse ton striking. Tu es un tueur à gages au sol, mais un jour, tu vas tomber sur un mec que tu n'arriveras pas à emmener au sol. Tu as besoin de travailler ton striking, que tu le veuilles ou non. C'est une obligation. Et ce serait incroyable de prétendre le contraire, qu'il n'a pas besoin de bosser, tu vois. Et je connais Clément un petit peu, je connais un petit peu Clément Marcoux. Je peux pas penser un seul instant qu'il croit qu'il n'y a pas besoin de travailler le striking d'Abdul, tu vois. Et je suis Non, non, persuadé qu'il le il sait l'a et que dit, il lui. l'a dit même sur RMC Sport. Bien sûr, cette Eh remarque, ben, elle est dans un coin de sa tête. Et d'ailleurs, je me demande si, tu vois, ça serait bien de voir Abdoul aller vraiment dans un club de boxe, parce qu'il me semble qu'il s'entraîne que à Nantes, hein. Et là, bon, là, félicitations à lui pour la compétition qu'il a fait de grappling ou de jiu-jitsu, je sais plus. Enfin, il a gagné, il a fini premier, donc c'est pour avérer tes propos, dire j'ai c'est un monstre, quoi. j'ai même pas regardé. Ouais, Parce mais que il est tu trop sais, fort. dès qu'il y a une compète de grappe, il n'y a pas besoin de regarder. Tu sais qu'Abdul, il finit premier, quoi. C'est aussi simple que ça, tu vois. Puis il Voilà. défonce les mecs dans leur domaine, quoi. Donc vraiment. C'est ça. Mais voilà, le MMA, c'est pas que le sol, c'est quand même important de le dire. Et voilà, et on souhaite qu'il va à l'UFC. Ça aussi, faut que les personnes Bien le sûr. sachent. Guillaume, Mais il souhaite Abdul, qu'Abdoul il aille à Abdul, il va y l'UFC. aller. Voilà, parce que les gens, ils doivent se dire, ah, il est jaloux, peut-être qu'il veut Mais pas qu'il. jaloux de quoi? Mais non, il n'y a pas de jalousie, il n'y a aucune jalousie. Abdul, je l'ai construit, je lui ai construit sa carrière. Donc pourquoi je serais jaloux? Moi, je veux voir le fruit de mon travail à l'UFC. C'est normal, au contraire. Moi, je suis même d'ailleurs surpris qu'il n'y soit pas encore. Tu vois, on veut tous voir Abdul à l'UFC. Évidemment, ça serait incroyable de prétendre le contraire. Abdul, il peut porter très haut et très loin l'étendard français à l'UFC. C'est la seule chose qu'on souhaite, bien évidemment. Après, tu sais, le problème, c'est ça, moi je vois par rapport à la mentalité bulgare ici chez moi, c'est que la mentalité française accepte très très peu la critique. C'est-à-dire que dès qu'il y a une petite critique, tout de suite, ça y est, c'est la guerre. Instantanément. Tu fais une petite critique, tu prends un tweet. C'est comme ça en fait, tu vois. Et c'est dommage. C'est dommage parce que on a le droit d'émettre un avis, quoi qu'il en soit. Ben super, on arrive en fin de podcast. Ben Guillaume, c'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Posez vos questions à Guillaume dans le prochain JDF, enfin en commentaire pour le prochain JDF. On fera le débrief et la suite pour la BTT ainsi que dans l'actualité du MMA. T'as fini d'ailleurs la série McGregor Forever? Tu la recommandes? Non, j'ai fini le troisième épisode. Super, on va tous remonter dans le train de Connor. Moi aussi je suis au troisième, là je vais Tiens, la finir. Elle est très très eh belle ben, cette série. parlons-en 2 secondes. Parlons-en deux Avec secondes. plaisir. Autant que McGregor est vraiment détestable à l'écran, autant que c'est un exemple dans la vie de tous les jours. Ce mec est vraiment exceptionnel. C'est un père de famille absolument parfait qui a commencé avec rien, Hmm. avec les aides de l'État. Ouais. Pour moi, c'est un exemple. C'est un exemple pour tous les combattants. C'est quelqu'un qui a permis aujourd'hui qu'on puisse parler du MMA. On peut ne pas aimer le personnage. Je te cache pas que je suis pas d'ailleurs
un très grand fan du personnage, mais il est très attachant quand tu le vois dans sa vie de tous les jours. J'adore. Je Et suis puis, un très grand fan. moi, dans les trois premiers épisodes, là, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est ben, déjà le respect qu'il donne à ses entraîneurs. Enfin, tu vois, quand il y a une défaite, il dit que c'est de sa faute à lui parce qu'il fait des à côté, il fait la fête, tout ça. Il se cherche pas d'excuses. Tout à fait. Il croit en lui, il croit en sa destinée, elle n'est pas terminée. Et surtout, même arrivé à ce niveau-là de gloire, que ce soit dans le sport et dans la vie, il a toujours conscience de là où il est, tu vois, de là où il est venu et de là où il vient, pardon. Et voilà, il en est reconnaissant envers la vie. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens, on le sait, dans tout métier, dans le sport, qui arrivés à un certain niveau, ben, ils en oublient un peu leur point de départ, quoi. Et ça, c'est vraiment une qualité de Connor. Donc voilà, il y a Connor sur le trash talk et Connor dans la vie. En tout cas, je rejoins ce que tu dis. C'est vraiment un exemple. Et puis, on le remercie pour ce qu'il a fait au MMA. Voilà. Ah ouais, Et ouais. Sincèrement, hâte de son combat face à Chandler. D'ailleurs, tu as vu, là, il y a le teuf qui a commencé. Bon, j'ai pas ouais. ESPN, donc j'ai pas eu le plaisir de le regarder. Mais à un moment, il y a un passage où il dit à Chandler, Chandler, il lui dit, moi, je suis même prêt à le faire en 84 s'il faut. Et Connor, il lui dit, t'inquiète pas, tais-toi, tu feras ce qu'on te dira. Non, tu vois. Ah, là, il est exceptionnel. Ouais, c'est Il le est boss, avec exceptionnel, ce son gars. costard et tout. Lui, pour le coup, le costard lui va bien. Ah ben tiens, pour le coup, dans l'équipe à la BTT, j'ai un nouvel expert en punchline. Je te laisse deviner qui. Ah, Mustapha Aida. Non? Là, je veux que tu intègres pour nos auditeurs une vidéo que je vais Oui, t'envoyer. je vais la balancer. Exceptionnel. Ok. Mustapha, je te remercie pour ce moment. C'était incroyable. J'ai adoré, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter. Franchement, continue comme ça. Eh ben, on se quitte sur cette magnifique punchline de Mustapha Aida. Voilà, on vous dit à la semaine prochaine. À très bientôt. Guillaume, merci. Merci à vous, les gars. Bon, ça aussi, je voulais pas en parler, mais tes followers bizarres, voilà, je vais en parler, hein. 14 000 abonnés, t'étais sur un live de 9 personnes il y a 2 jours, voilà, faut arrêter ça. Faut dire la vérité, voilà, parce que là, tu dis que personne me connaît. Moi, j'ai un public qui me tient, moi, j'ai un public, ils sont là, mais ils sont derrière moi. Je poste une photo, j'ai 4 000 abonnés, j'ai 1 000 j'aime. Toi, tu as 14 000 abonnés, tu as 100 j'aime. C'est pas possible. Il y a un problème quelque part. Voilà, je suis sérieux. Voilà, regarde. Là, je te parle comme, regarde. Moi, là, au début, je te parlais, on rigolait, on se taquinait. Mais là, je te parle comme un frère. Faut pas